Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et Paysannes et paysans suisses. Pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable. Aujourd'hui, on s'intéresse aux femmes chefs d'exploitation agricole puisque 2026 est l'année des agricultrices. Alors, quelle est la réalité de ces femmes? Réponse sur ce plateau dans notre dossier du mois. Dans notre chiffre déchiffré, on se penchera cette fois sur la loi du droit foncier rural. Et puis ensuite, on enchaînera avec de la fourchette à la fourche et plein feu cette fois sur la viande séchée valaisanne. Et en toute fin d'émission, on retrouve notre rubrique sur les labels. C'est la toute nouvelle rubrique. À tout à l'heure pour découvrir ce dont on parlera aujourd'hui. Mais pour l'heure, vous connaissez notre sommaire. Il est temps de partir à la rencontre de nos invités du jour. Mesdames, et quel plaisir de dire mesdames, car une fois n'est pas coutume, plateau 100% féminin. Alors je vous présente et je commence par vous, Virginie Bugnon. Vous êtes membre du comité de l'USPF, donc l'Union suisse des femmes rurales et paysannes, dit dans le mauvais ordre, mais ça revient plus ou moins au même. Bonjour Virginie. Bonjour. À vos côtés aujourd'hui, Ariane Meria, vous êtes doctorante en anthropologie à l'UNIL, l'Université de Lausanne. Bonjour. Bonjour. Et puis, association agricole représentée par la directrice d'Agora, c'est vous, Alexandra Cros. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle donc de ces femmes à la tête d'exploitations agricoles en Suisse, puisque c'est cette année, l'année internationale de l'agricultrice, comme je l'ai dit. Pourquoi est-ce que c'était important de mettre les femmes de l'agriculture à l'honneur aujourd'hui? Je me tourne vers vous, Alexandra. Disons que l'ONU choisit chaque année plusieurs thématiques pour ces années internationales. Et puis là, ils avaient décidé de mettre l'accent sur les agricultrices. Et on a trouvé dans les associations de défense professionnelle agricole que c'était une thématique qui avait vraiment du sens. Donc on a décidé de supporter en fait cette année internationale. De le soutenir, de le pousser, ce sujet, on le sait, dans tous les domaines, il y a beaucoup de travail encore à faire. Au niveau anthropologique, Ariane, comment est-ce que vous percevez la chose? Je me dis, est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui? C'était peut-être déjà important hier, mais tant mieux que ça bouge et puis qu'on en parle. J'espère que cette année, elle va apporter un peu des modifications, autant dans le regard social qu'on peut avoir sur les femmes paysannes, mais aussi au niveau du droit, au niveau juridique. Oui, il y a beaucoup de plans sur lesquels il faut agir. Est-ce qu'on parle aujourd'hui davantage du rôle des femmes dans l'agriculture qu'il y a peut-être 10 ans ou 20 ans ou même plus longtemps, Virginie? C'est un sujet que vous trouvez qui est plus mis en avant? Oui, les femmes. En tant que membre du comité des femmes paysannes? Oui, bien entendu, les femmes sont plus mises en avant. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore un travail quand même dans l'ombre de la femme dans l'agriculture, la reconnaissance de son travail, la contribution qu'elle amène. Mais on voit vraiment qu'il y a un changement de regard en fait, dans la perception des femmes dans le milieu agricole aussi, par les travaux qu'elles font, par la vulgarisation qu'elles font aussi avec le consommateur, que ce soit sur leur exploitation ou si elles ont un marché à la ferme. Donc il y a vraiment, je trouve, une belle avancée, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin, on le sait. Alexandra, pour autant, on a vu que l'Union suisse des paysans, la HAFL, Agora et puis le journal Agri ont décidé d'unir leurs forces pour mettre les agricultrices en lumière. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer cette année? Alors il y aura une série, ça a déjà commencé d'ailleurs, une série de portraits qui seront publiés dans le journal Agri. Donc, qui mettront en lumière des femmes actives sur des exploitations agricoles. Et puis, le point d'orgue, ce sera la journée de réseautage qui est prévue en fin d'année, où on aura des tables rondes, des témoignages et puis des ateliers qui permettront d'échanger entre sur ces thématiques. Donc ça, c'est le 13 novembre à Yverdon, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres de ce type-là qui vont être mises en place? C'est nécessaire de faire cela?
Oui, alors il y a aussi une autre rencontre qui aura lieu dans le cadre du salon Goût et Terroir à Bulle, et qui sera aussi une journée thématique sur la question des femmes en agriculture. Et oui, je pense que les personnes, les femmes actives sur des exploitations ont besoin de ces espaces d'échange et de réseautage qui apportent beaucoup en fait pour la construction de soi, puis les échanges techniques ou pratiques. En quelques mots, au niveau des projets de recherche, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se développer dans ce sens, Ariane ? Bon, alors, moi, je suis sur un projet, justement. Donc, mon doctorat, il va durer 5 ans. Donc, c'est 5 ans où je vais vraiment me consacrer à la question des réalités et des vécus des paysannes romandes. Donc, depuis quelques mois, là, je suis sur le terrain. Donc, en général, je mets mes bottes et puis je vais les aider. Je sais que le temps est précieux pour les femmes qui travaillent dans l'agriculture. Donc, en général, voilà, je vais travailler au champ ou à l'écurie avec elles. Et puis, on discute beaucoup pendant ces instants-là. Donc, moi, je récolte des récits de vie. Donc c'est de l'enfance au moment où on reprend la ferme, où on épouse un paysan par exemple, et de savoir comment on gère l'argent, enfin tout ce qu'il y a là autour. Les parcours finalement. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant dans le sujet qui va suivre. Comment devient-on chef d'exploitation agricole en Suisse quand on est une femme ? Quelles sont les filières et quels sont les défis que rencontrent ces femmes ? Réponse avec notre experte, regardez. La part de femmes chefs d'exploitation était de 7,1% en 2022 en Suisse. On voit une nette progression constante depuis 2011, mais on part d'une base toujours faible en comparaison européenne. La moyenne en Europe est de 29% de femmes chefs d'exploitation, avec une forte proportion de femmes dans les pays baltes, donc en Estonie et en Lettonie, avec 45% de femmes chefs d'exploitation. Et puis la Suisse se classe au 3e rang en partant de la fin, juste avant Malte et les Pays-Bas. Alors il y a 3 voies vers la fonction de chef d'exploitation agricole. La voie peut-être la plus courante, c'est la voie avec la formation initiale, un CFC d'agricultrice qui peut être poursuivi avec un brevet fédéral ou une maîtrise fédérale ou alors un bachelor à la AFEL. Ensuite, on a la voie qui vient peut-être un peu plus tardivement. On a déjà une formation initiale, c'est le brevet fédéral de paysanne. Et enfin, la 3e voie qui s'applique plus dans les régions de montagne, c'est le cours paiement direct. Le nombre de femmes dans la formation initiale augmente et de manière générale, les jeunes générations arrivent plus formées et plus visibles. Et ça, c'est un signal positif. Il y a 4 cas de figure qui amènent une femme à devenir chef d'exploitation. Le premier, c'est la reprise de l'exploitation familiale suite à une formation initiale dans l'agriculture ou à une reconversion. La deuxième, c'est la reprise de l'exploitation suite à un événement de vie, par exemple la maladie, le décès du conjoint ou du partenaire de l'exploitation, par exemple. Ensuite, on a la reprise d'exploitation en couple. Il y a de plus en plus d'exploitations qui sont reprises à 2, où les décisions sont prises conjointement. Et peut-être le 4e cas de figure, qui est un peu moins courant, mais tout de même en augmentation, c'est la reprise extra-familiale, donc une jeune femme qui reprend un domaine hors du cadre familial. Le défi principal pour une femme, c'est parfois d'être reconnue comme la personne qui décide et pas comme l'épouse ou la partenaire. On a un deuxième défi qui est très concret en agriculture, c'est l'articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale. C'est principalement le cas quand on a des enfants ou qu'il est question de grossesse et de maternité. On a un 3e défi qui est l'isolement et les réseaux. Donc on a moins de modèles femmes visibles dans les milieux agricoles, donc il y a moins de réseaux naturels. Il y a également moins de femmes qui sont présentes dans les instances et dans les comités, d'où l'importance de ces réseaux justement. Et puis peut-être un 4e défi, c'est l'ergonomie au travail. On a des outils et des machines qui ne sont pas tout à fait adaptés à la physiologie des femmes et ça pose certains défis dans de nombreux travaux agricoles.
On vient de l'entendre dans le sujet, seulement 7,1% des femmes chefs d'exploitation en Suisse. C'est quand même des chiffres qui sont extrêmement bas. Comment on peut expliquer ces chiffres, Alexandra ? Je pense qu'il y a une part historique et sociologique. L'agriculture est un métier qui a longtemps été perçu comme un métier masculin. Et comme d'autres métiers masculins, les femmes ont peut-être moins de facilité à s'engager. Mais on voit maintenant au niveau de la formation initiale qu'il y a vraiment beaucoup plus de femmes qui font la formation d'agricultrice. Au niveau historique, Ariane, vous pouvez corroborer ces propos, justement ? Oui, tout à fait. En fait, il y a la question de la transmission du domaine. On a un système qui est assez traditionnel et souvent, on a cette idée que c'est le père qui va transmettre à son fils, et souvent le premier fils, d'ailleurs, né. C'est presque comme dans la royauté, un petit peu. C'est un peu ça. Et la femme vient un petit peu en tout dernier, en général. Donc, moi, j'ai rencontré des femmes qui avaient fait le brevet d'agricultrice ou qui avaient fait le CFC et qui, en fait, se sont retrouvées à vouloir récupérer le domaine, mais c'est le petit frère qui, lui, a eu le droit, en fait, à cet héritage. Donc, c'est plus difficile d'accéder à la terre. Plus difficile d'accéder à la terre. On a compris aussi qu'il y a différents facteurs qui jouent dans cette accessibilité. Il y a peut-être aussi des histoires de volonté. C'est pas parce qu'on est dans une famille paysanne qu'on veut absolument reprendre le domaine. Je vous vois acquiescer, Virginie. Oui, après, c'est quand même un métier de passion. C'est sûr. Donc, il faut vraiment être passionné pour faire ce métier-là, qu'on soit une fille ou un garçon. Et puis, comme l'a très bien dit Ariane, il y a quand même ce modèle traditionnel qui est encore malheureusement peut-être un peu trop établi en Suisse. Mais ce que j'ai vu dans les chiffres aussi, c'est qu'on voit qu'à peu près 40% des agriculteurs à l'heure actuelle vont arriver à la retraite dans les 10 prochaines années. Donc j'espère que ce nombre d'exploitations va revenir à des mains peut-être plus féminines. Puis justement, comme l'a dit Alexandra, on voit bien que la formation, il y a un pourcentage de femmes qui font les formations agricoles qui est très élevé. Et pourquoi est-ce que cette progression est si lente ? Alors là, on l'a entendu, dans les 10 prochaines années, peut-être qu'il y aura ce roulement qui va faire qu'on aura une augmentation des chiffres, mais pourquoi, selon vous, la progression est si lente ? Oui, c'est aussi un métier dur, avec du bétail. On voit aussi les proportions des femmes dans l'agriculture, que 40% des femmes font plutôt de la culture maraîchère ou 30% de la viticulture. Donc, il y a encore dans notre Suisse aussi les zones de montagne, de plaine. Donc, on voit aussi que les femmes seraient plutôt en zone de plaine et plutôt avec des secteurs agricoles quand même un peu moins durs. Dans le sujet, on voyait aussi tout ce qui traite à l'isolement et puis au manque de réseau pour les femmes. Est-ce que le réseau est plus développé chez les hommes que chez les femmes ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là pour développer ça ? En tout cas, avec l'USPF, on est une association fêtière, une des plus grandes de Suisse, avec 50 000 membres. Et puis, je crois qu'il y a vraiment un immense réseau qui est dans toutes les régions, dans tous les cantons suisses. Après, elle défend autant l'agricultrice, la paysanne, que la femme rurale. Et puis, au niveau de la formation, au niveau de la défense aussi de la femme, au niveau national, au niveau des instances aussi politiques. Donc, il y a quand même un réseau qui est quand même déjà bien établi. Virginie, vous me parliez aussi de justement ce qui est mis en place actuellement. Il y a, je crois, des actions qui sont mises en place. En quelques mots, rapidement, du côté de Ballenberg, vous pouvez nous expliquer ? Oui, dans le cadre de l'année internationale des agricultrices, l'USPF et le LID, le service d'information agricole, ont créé une exposition qui va débuter à l'ouverture du musée en plein air de Ballenberg le 9 avril jusqu'à la fin de la saison, où la femme est mise à l'honneur. Et puis le thème de cette exposition s'appelle « Les femmes de l'agriculture, hier, aujourd'hui, demain ». Bon, c'est quelque chose à noter dans nos agendas. Alors, moi, je vous propose maintenant d'aller sur le terrain et de voir auprès de 2 agricultrices qui sont à Saint-Bray, dans le Jura, et à Hollon, dans le canton de Vaud, ce qui les a amenées à choisir cette voie et quel fut leur parcours et quels sont leurs défis en tant que femmes chefs d'exploitation. Regardez. Bienvenue au domaine La Combat à Hollon, domaine familial viticole de 6 hectares, actuellement géré par mon papa et que je vais reprendre au début de l'année prochaine. On se situe à Saint-Bray, dans les Franches-Montagnes, dans le canton du Jura, à 1000 mètres d'altitude. J'ai une exploitation de vaches allaitantes de race limousine, 40 vaches et du coup 40 hectares, dont 20 hectares de pâturage. Ce qui m'a amené à reprendre ce domaine, c'est vraiment déjà le lieu
qui est ma maison d'enfance où je suis née ici, j'ai tout fait ma vie ici jusqu'à maintenant. Je ne voyais pas ça partir ailleurs ou faire autre chose ou que ce soit vendu à quelqu'un d'autre. Donc je me suis lancée là-dedans plus tardivement en ayant fait une première formation dans les bureaux et les assurances, ce qui m'aide beaucoup aussi maintenant sur le domaine. Du coup, j'ai commencé la formation quand j'avais une vingtaine d'années. Depuis tout petite, j'ai voulu faire le métier d'agricultrice. Quand ce fut le moment de choisir, j'ai quand même pensé à autre chose, mais je me suis quand même dirigée dans l'agriculture. J'ai fait le CFC agricole. Ensuite, j'ai fait aussi le permis poids lourd pour le transport de bétail. Mon papa a voulu changer d'orientation. Du coup, c'était le moment à décider si je reprenais l'exploitation familiale ou pas. Et j'ai pensé tenter ma chance là, quoi. Je me suis dit que c'était quelque chose à pas louper. Je reprends ce domaine parce que ce domaine me plaît beaucoup. Enfin, le vin, c'est quelque chose de chaleureux, c'est un produit convivial et travailler à l'extérieur, c'est juste magnifique. Enfin, alors je veux bien que quand il pleut, il neige, c'est moins sympa, mais on est dehors, on est avec la nature, on voit pousser la nature, c'est vraiment... Enfin, moi j'adore ça, j'adore aller me balader et observer la nature, c'est juste magnifique. Donc la travailler et en faire un produit magnifique à la fin, je trouve ça top. Pour moi, c'est une chose qui est super importante et de voir du raisin à la vente, à rencontrer des clients, à vendre ce produit, c'est vraiment une chose qui me passionne beaucoup et je vis que pour ça maintenant en fait presque. Donc voilà, pour moi c'était presque normal, mais un peu tardivement que la chose est venue. Ce que j'aime dans mon travail, déjà, c'est le contact avec les animaux. J'aime les vaches. Ensuite, j'aime aussi le travail dans la terre. J'aime être à l'extérieur. Pas par tout temps. Il y a des temps où c'est un peu plus compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est tout la paperasse. C'est les décisions à prendre, du coup, qu'elles soient bonnes ou pas. C'est notre responsabilité quand on est chef d'exploitation. Et quand on s'apprête à devenir maman, il y a un défi en plus qui s'ajoute. Actuellement, on entend beaucoup de choses sur le monde de la viticulture où c'est pas facile pour tout le monde. Je pense qu'il faut voir l'avenir positivement et puis aller de l'avant, trouver des nouvelles solutions de vente et autre chose, mais surtout bien s'entourer. Et à Hollon, actuellement, on est une bonne équipe de jeunes à vouloir vraiment promouvoir les vins d'Hollon à l'extérieur du village, à l'extérieur de la région, aller sur des salons, etc., tous ensemble, développer peut-être de nouveaux marchés, de nouvelles bouteilles ou je ne sais quoi. Et aussi, sur le domaine tel quel, mon papa est quand même toujours là, il va rester encore un bon moment, ça c'est sûr. Et puis on a aussi des employés qui sont magnifiques, qui sont là depuis 20 ans. Et puis, en tout cas, sans eux, ça ne va pas être possible de faire tout de A à Z, ça c'est sûr. Mon défi actuel, c'est que l'exploitation, elle tourne. Et c'est de m'orienter plus dans l'élevage, du coup la génétique, la vente de taureaux. Tous les aides et les ressources que j'ai autour de moi, c'est la famille. Et il y a mon papa qui n'est pas présent, mais qui répond très facilement au téléphone. Voilà, on a pu voir donc deux parcours assez différents de femmes à la tête d'exploitation agricole. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui d'être une femme qui dirige une exploitation agricole, Alexandra, concrètement ? Comme n'importe quel chef d'entreprise, elle prend des décisions stratégiques, des décisions financières, mais en plus, quand on est à la tête d'une exploitation agricole, on a tout le volet d'intendance qui peut venir se greffer, plus le volet familial, ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres types d'entreprises. Alors on voit aussi justement deux parcours très différents, hein. On a une agricultrice qui est dans la viticulture, l'autre qui fait plutôt de l'élevage. Est-ce qu'aujourd'hui on retrouve, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on retrouve des femmes dans tous les domaines dans l'agriculture ? Comment est-ce que c'est en train d'évoluer ? Oui, alors on en retrouve dans tous les domaines, mais c'est sûr qu'il y a, disons, la viticulture est un bon exemple, des types d'agriculture où on va plus retrouver de femmes, ou par exemple les exploitations bio aussi, mais globalement on retrouve des femmes à la tête d'exploitation dans les zones de plaine, dans les zones de montagne, production laitière, vaches allaitantes, viticulture, culture spéciale, elles sont partout. Et c'est quoi ? C'est une question d'envie alors de retrouver justement davantage de femmes dans les cultures pérennes, dans la vigne, que quand même dans l'élevage, hein. Les chiffres montrent qu'il y a plus de viticultrices que de femmes qui s'occupent de grands élevages. Alors je pense qu'il y a peut-être aussi
l'attrait de ces cultures qui demandent des compétences qui sont différentes ou aussi peut-être aussi on a une évolution de la société qui est plus rapide au niveau des cultures spéciales qu'au niveau de l'élevage qui est peut-être encore avec un stempel masculin. Bon, on parle de cette passion, évidemment, qui est nécessaire pour exercer un tel métier. Il y a aussi l'attrait pour la nature, on l'a bien vu dans le sujet. Ariane, néanmoins, il y a aussi ce point qui peut être un point d'achoppement, de friction, quand il faut articuler la famille et ce fameux travail d'agricultrice. Et là, ça devient très compliqué. Oui, alors c'est vrai que la famille peut être très soutenante, ça peut être précieux, mais ça peut aussi être un poids. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose d'important dans le reportage. Il me semble qu'elle dit mon père n'habite pas sur le domaine, mais je peux l'appeler quand je veux. C'est ça. Alors moi, la plupart des domaines où j'ai été, les parents, les beaux-parents habitent dans la même maison que le couple en général qui reprend la ferme. Ça, c'est un cas de figure vraiment courant. Et voilà, on a les beaux-parents qui regardent par la fenêtre comment on fait et qui viennent ensuite dire ah non, ça, c'est la pression, ça. Oui, non, mais ça peut être terrible. Et il y a eu des histoires de famille vraiment douloureuses sur cette cohabitation qui parfois est quand même compliquée. Donc je dirais la famille, oui, mais c'est pas toujours si facile. Ouais. Virginie, est-ce que ce défi-là à gérer concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Qu'est-ce qu'on vous partage comme histoire? Oui, alors moi j'ai aussi le cas de figure, déjà rien que chez nous, où j'ai mes beaux-parents sur le domaine viticole et agricole, et puis c'est vrai qu'on a une entente, mais il y a aussi de la bienveillance. Ils n'ont jamais été dans le jugement, mais plutôt à mettre en avant. On dit bravo, c'est super, vous avez complètement changé notre structure agricole et viticole, mais toujours dans le positif. Et puis aussi l'aide de la famille, de mes parents et puis de nos amis, c'est précieux et aussi pour pouvoir échanger, pour pouvoir évacuer aussi. Donc c'est vraiment indispensable pour moi. Et après, il y a aussi justement ce point de quand l'agricultrice devient maman, par exemple, comment est-ce qu'on gère au quotidien avec un domaine à gérer en plus? Justement, c'est là qu'il y a plusieurs options, solutions. Il y en a une, ce serait d'avoir une jeune fille en économie familiale, mais elle demande aussi du temps de formation, mais elle peut s'occuper des enfants et du ménage. Et après, il y a aussi les grands-parents qui sont souvent à portée de main ou à proximité et puis qui sont une aide précieuse parce que pendant la période des récoltes, c'est pas du 8h-17h, ça peut être du 8h-23h ou de la réception de clientèle. C'est précieux d'avoir ces grands-parents ou ces aides au quotidien. Alors, dans le prolongement des discussions menées jusqu'ici, je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à la loi sur le droit foncier rural. Est-ce que cette loi empêche les femmes d'accéder aux terres agricoles? C'est la question que nous nous sommes posée dans notre rubrique du chiffre déchiffré. Élément de réponse. Dans un article du Temps du 19 février 2026, on lit que la loi sur le droit foncier rural empêcherait les femmes d'accéder aux terres agricoles. Cette loi favoriserait la reprise par un fils plutôt qu'une fille, même si les deux sont diplômés et intéressés. La loi ne fait aucune distinction entre hommes et femmes. Ce sont les pratiques familiales et parfois les contraintes économiques qui peuvent influencer la transmission. Un chiffre le montre bien, en Suisse, seuls 7,7% des fermes sont dirigées par une femme seule. Un chiffre en augmentation, mais toujours l'un des plus bas en Europe. En France, il s'élève à 21%. La valorisation des différentes activités sur un domaine agricole est importante. D'ailleurs, en 2016, le calcul de l'UMOS, l'unité de main-d'œuvre standard, a été modifié pour prendre en compte des activités proches de l'agriculture, comme la vente directe, l'agrotourisme ou l'accueil d'enfants à la ferme, sous certaines conditions. Ce n'est pas une révolution, mais c'est un pas en avant. Le vrai défi reste donc de changer les mentalités pour que ces activités, souvent portées par les femmes, soient pleinement reconnues dans la transmission des exploitations. Alors on le voit, la loi ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes et pourtant il y a des blocages. Alors où est-ce qu'ils se situent, Alexandra ? Je pense comme c'est mentionné dans le reportage, c'est vraiment des questions de société, de perception. Voilà, est-ce qu'une femme pourra tenir ce rôle-là, oui ou non ? Et c'est finalement un phénomène qu'on observe aussi dans d'autres entreprises où les femmes n'arrivent pas forcément à des postes de cadre. C'est le fameux plafond de verre ? C'est le fameux plafond de verre, oui. D'accord. Et puis après, il y a quand même ce choix de se dire, OK, je vais reprendre une exploitation. C'est quand même un choix qui est conséquent, qui peut être lourd à porter, donc il faut qu'il soit réfléchi. Dans le sujet, on parle aussi de ces fameux UMOS, l'unité de main-d'œuvre standard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit en quelques mots ? C'est des données d'économie de travail donc, qui tiennent compte en fait, des surfaces cultivées, de la pente de ces surfaces, du type de culture, si c'est de la vigne, si c'est des grandes cultures, des animaux qui sont détenus, si c'est
volet de la traite. Donc la traite, il y a 2 fois par jour un travail à effectuer, alors que si on a des vaches allaitantes, on n'a pas cette contrainte. Donc c'est des facteurs qui quantifient le travail qui est fait sur l'exploitation. Puis ça, c'est le volet, je dirais, très agricole, mais on ne tient pas compte encore pour le moment du volet qui est lié à tout ce qui est intendance ou économie ou administratif. Et c'est souvent sur des domaines comme ça que sont les femmes. Donc justement, il fallait peut-être remettre à jour cette méthode de calcul, parce qu'on sait que la vente directe, l'agrotourisme, c'est notamment aussi les femmes. C'est important de mettre ces points à jour, Ariana. Oui, c'est vrai que les femmes ont beaucoup pris ces rôles un peu de médiatrices. Donc elles sont souvent dans ce lien avec le consommateur. Et c'est vrai que c'est un énorme travail qu'elles font là derrière, et puis qui vise aussi à valoriser ce domaine, et puis à valoriser l'agriculture auprès du grand public. Et s'il n'est pas pris en compte, ce travail est invisibilisé. Exactement. Donc il y a vraiment quelque chose à changer. Est-ce que ça fait aussi évoluer les mentalités ? D'avoir cette vision-là, de se dire, oui, en effet, ce travail existe. Est-ce qu'il faut qu'on le voit ? Alexandra ? Oui, tout à fait. Et puis ce sera bénéfique pour toutes les femmes dans la société, parce que c'est des tâches qui sont des fois accomplies dans d'autres secteurs. Si j'ai un garage et puis c'est ma partenaire qui fait la comptabilité, et des fois ce travail-là est aussi invisibilisé. Donc pour, je dirais là, les agricultrices ou les femmes rurales et paysannes fonctionnent comme des pionnières. Comme des pionnières, et ce n'est pas la première fois que j'entends ce terme sur ce plateau. Donc en effet, les femmes en agriculture ont un vrai rôle à jouer, on le sait bien. Il est temps maintenant d'enchaîner plein feu sur la star des planchettes apéro, la fameuse viande séchée valaisanne. Mais comment sont élevées les vaches d'airain qui produisent cette viande séchée ? Reportage à Vétro dans la ferme de Laurie Houzer. La viande séchée, c'est un plat typique valaisan. Moi, j'en mange depuis toute petite et j'adore ça. Et j'en ai toujours en stock s'il y a des amis qui débarquent. On est ici à Vétro, sur la ferme familiale que je tiens avec mon mari. On a des chèvres, des brebis surtout pour l'entretien de nos vignes, des pommiers, des plantes aromatiques et des vaches d'airain. J'ai choisi d'avoir des vaches d'airain, c'était une évidence pour moi parce que depuis toute petite, j'étais passionnée par ces bêtes. Mes parents n'étaient pas agriculteurs, mais il y avait plein de vaches dans le village et c'était impossible pour moi de faire ma vie sans vaches d'airain. J'ai le virus, comme on dit. C'est une vache qui est en général noire ou brune avec une robe unie. Il y en a quelques-unes maintenant qui ont été de nouveau acceptées dans la race, qui ont du blanc. On les appelle les évolénardes ou les patcholées chez nous. Elles ont des cornes, bien sûr. Et la plupart des gens les connaissent pour leur combat, parce qu'elles ont ce caractère de combattantes. En hiver, elles sont ici à Vétro. La journée type, c'est le matin, on vient les fourrager, leur donner à manger, s'occuper des veaux, nettoyer, vider le fumier, les brosser. Et quand elles ont fini, je les sors dans leur parc de sortie pour qu'elles se dégourdissent les pattes. Elles passent leur journée dehors avec leurs veaux et le soir, on les rattache et on recommence. Ici, c'est une petite exploitation, ce qui me permet aussi de suivre la bête de la naissance jusqu'à la fin, jusqu'à l'abattage dans un abattoir qui est juste à quelques kilomètres. J'ai la chance de pouvoir travailler avec le boucher qui est dans le village voisin, qui valorise mes bêtes, qui les transforme, qui découpe, qui fait des saucisses, salaisons, et pour lesquelles on utilise aussi nos plantes aromatiques bio. Et je vends ma viande en vente directement sur l'exploitation. Au printemps, quand l'herbe elle pousse, on va les sortir au pâturage et on commence par la plaine et on va monter progressivement d'abord au Mayen. On est au Mayen demi,
de mai à juin. Et ensuite, pour les 3 mois d'été, elles seront à l'alpage de Pointet. On les met à l'alpage principalement pour valoriser l'herbage des alpages, qu'elles vont jusqu'à 2400 mètres. Et c'est aussi là qu'elles peuvent exprimer tout leur caractère, parce qu'elles sont avec d'autres congénères. Là, il y a 120 vaches d'airain à peu près. Et elles passent leur été avec d'autres vaches et c'est là aussi qu'elles vont faire des combats. Et elle a ce besoin naturel d'établir une hiérarchie et d'avoir une reine pour guider le troupeau aussi. C'est une race qui est encore pure, qui est très rustique, qui est encore connectée avec les éléments et la nature. Elle ressent beaucoup de choses, elle est très sensible. C'est vrai que quand mes vaches elles luttent, que je suis à l'alpage, si ma reine est en train de lutter avec la reine du troupeau de mon voisin, ça va me faire une émotion, ça va me transporter, quoi. C'est vraiment quelque chose de viscéral. Voilà. En 2018, j'ai eu la reine cantonale de 2e catégorie. Et sinon, j'ai eu aussi la chance d'avoir une reine dans un match régional aussi il y a 2 ans. On est sur un nuage un peu. Quand c'est quelque chose qui arrive comme ça, on vit pleinement sa passion, puis on est un peu en communion avec sa bête. Et quand elle nous offre ce moment-là, c'est très fort comme émotion. Dans ce reportage, ce qui ressort vraiment, c'est la passion pour le travail. On l'a mentionné tout au long de cette émission. Et c'est vrai que dans cette passion, on voit aussi tout le travail qui est fait au quotidien avec un travail de proximité aussi pour vendre directement aux consommateurs. Est-ce que ça, c'est important par rapport justement à l'image et à la perception qu'ont les consommateurs du produit? Oui, et puis les consommateurs, il y a un pourcentage qui est très adepte de venir à la ferme, de venir acheter directement chez le producteur, d'avoir des circuits courts, locaux, de saison, et puis de pouvoir avoir un échange aussi avec la productrice ou le producteur, et puis pouvoir poser des questions, comment ça se passe, sur toute la chaîne en fait. Ouais, parce que là, on voit qu'il y a tout le suivi qui est fait vraiment quasiment de la naissance du veau jusqu'au moment où il part à l'abattoir qui est tout proche, avec la boucherie qui est proche aussi. Donc il y a vraiment un cycle. J'imagine que ça change aussi la vision qu'un consommateur peut avoir. Qu'est-ce qu'on vous dit en général ? C'est vrai qu'on nous pose aussi beaucoup de questions, en fait, de la plantation. Après, si on prend les pommes de terre qui ont germé, qu'on a plantées, qu'on a récoltées, jusqu'à la fabrication, par exemple, de chips, c'est vrai qu'il y a tout ce processus-là qui ne se rendent pas compte. Et puis, après, c'est aussi des très, très bons interlocuteurs parce qu'ils ont eu de l'intérêt, vous avez pu exprimer, et puis ils vont le relayer, en fait. Donc, c'est notre meilleure publicité aussi. Exactement, ça s'appelle l'effet boule de neige. Oui. Ariane, qu'est-ce qui est ressorti de vos recherches quand justement vous avez interrogé les gens par rapport à l'image des produits, des paysans ou des paysannes? Moi, j'ai fait des micro-trottoirs à Lausanne et j'ai été vraiment étonnée en bien par les réactions du public. C'est-à-dire que sur des dizaines de personnes, quand je demandais aux gens de me décrire la femme paysanne, le cliché qu'ils avaient en tête, j'ai eu 100% de réponses positives et on me disait, pour moi, les femmes paysannes, elles sont fortes, elles sont belles, elles sont puissantes, elles protègent la nature et en plus, elles sont gentilles, elles sont incroyables. Et ça, chez des jeunes de 16 ans auxquels je ne m'attendais pas du tout, enfin vraiment, et c'était très beau. Et je pense que c'est peut-être un message que le monde agricole n'entend pas et qu'il faudrait entendre, c'est que peut-être qu'on a une image biaisée de ce que le public citadin peut penser du monde agricole. Justement, Alexandra, si cette image elle est biaisée, comment est-ce qu'on peut faire pour aller dans cette direction et porter justement les produits, le travail des paysannes et des paysans pour qu'ils soient mis plus en valeur? Alors, on parle souvent du clivage ville-campagne. Et là, il faudrait vraiment retisser, refaire des ponts parce qu'on n'a plus ce lien qu'on avait avant dans les familles, parce qu'on avait des parents ou des grands-parents dans l'agriculture. Et pour ça, ça veut dire que les exploitations doivent s'ouvrir, elles doivent oser montrer leur travail, elles doivent en être fières. Et puis, vers l'extérieur, montrer la plus-value de ce qu'elles produisent. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va dans ce sens-là ?
Oui, il y a différentes manifestations qui sont aussi mises en place, les portes ouvertes sur les exploitations, dans la vigne, il y a les caves ouvertes dans chaque canton aussi qui sont faites. Et puis, voilà, on va à la rencontre du consommateur, mais ça demande un engagement en temps, ça demande aussi la capacité d'exprimer, de mettre des mots sur son travail. C'est aussi pas donné à tout le monde. Donc, bien sûr. Voilà, il faut trouver un juste milieu. Et puis un accompagnement, j'imagine, qui doit être fait aussi. Alors, il est temps maintenant de retrouver notre toute nouvelle rubrique consacrée aux labels agricoles. Donc, en tant que consommateur, c'est vrai qu'il est parfois difficile de s'y retrouver parmi la multitude de produits labellisés en magasin. Chaque mois, nous accueillons donc un ou une représentante d'un label agricole qui vient le présenter. Nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau sur ce plateau Anne Chenvar, puisque vous étiez avec nous l'année dernière pour un autre numéro d'agriculture durable. Vous êtes la présidente de la coopérative Le Lait Équitable et vous nous parlez donc aujourd'hui de ce label Fair Suisse. Fair, F-A-Y, Fair, donc équitable en anglais. En quelques mots, c'est quoi Fair Suisse ? Alors Fair Suisse, c'est vraiment une marque de produits laitiers équitables et c'est une marque qui est entre les mains des producteurs. Donc ça veut vraiment dire qu'on a créé une coopérative, on est 75 producteurs de lait aujourd'hui, puis cette marque, elle nous permet de reprendre la main sur une partie de notre production. Ce qui était extrêmement important, on a bien sûr suivi toutes les histoires, les polémiques autour du lait, du prix du lait. Ce lait équitable, qu'est-ce qui garantit finalement au consommateur s'il l'achète ? Alors, il garantit vraiment au consommateur que ce qu'il va payer en plus, ça ira bien chez un producteur et puis pas chez des intermédiaires. C'est vraiment une marque qui est transparente. Puis on voit aujourd'hui qu'on peut convaincre le consommateur d'investir davantage dans son alimentation pour autant que ce qu'il paye en plus, ça aille bien chez des paysans et puis pas chez des intermédiaires. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, il faut qu'il y ait cette visibilité du travail qui est effectué parce que si le consommateur est au courant, il est intéressé et donc il est prêt à mettre la main à la poche. Ce prix justement du lait équitable, il est fixé comment et qui le fixe ? Alors il a été fixé par une étude d'Agridea, donc c'est vrai que ça ne tombe pas de nulle part, c'est vraiment une étude qui est sérieuse et qui montre que pour couvrir nos coûts de production, on a besoin d'1 franc par litre de lait. Et sur les briques de lait équitable, c'est ce qui revient au producteur. Chaque brique de lait commercialisée, c'est 1 franc qui est reversé au producteur de lait. Et ça, aujourd'hui, comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que le succès est au rendez-vous ? Oui, alors le succès est au rendez-vous. On voit qu'on a vraiment pu fidéliser une clientèle. Notre grosse difficulté aujourd'hui, c'est d'entrer dans la grande distribution. Oui. On voit qu'on est chez certains distributeurs, mais malheureusement pas encore chez les géants orange. Ils représentent quand même 80% du commerce de détail. Donc si on veut faire du volume, on doit pouvoir entrer chez ces grands distributeurs. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile d'entrer chez eux ? Alors je pense qu'il y a différents facteurs. C'est vrai que c'est quand même un produit qui peut faire un peu peur à la grande distribution, parce que finalement, c'est nous qu'on reprend la main, c'est nous les producteurs qu'on définit les règles du jeu, c'est nous qu'on définit quel montant on touche sur chaque brique de lait. Puis ça, c'est peut-être une faille dans un système établi où on a plutôt une position de dominer quand on va rencontrer la grande distribution. Puis nous, en tant que producteurs à la tête d'une marque, on veut vraiment être considérés comme des égaux, on veut trouver des partenaires, puis pas des gens qui sont là pour nous dominer. C'est simplement un système équilibré, finalement. Complètement, on a besoin de transparence et d'une répartition équitable de la valeur tout au long de la chaîne. Puis c'est ce qu'on demande au travers d'un produit équitable comme Fair Suisse. Alors justement, cette brique de lait, en quoi ce lait équitable, elle vous protège, vous, les agriculteurs et agricultrices, mieux que n'importe quel autre lait ? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'on a une grosse baisse du prix du lait sur le lait qu'on commercialise de manière conventionnelle. Sur une brique de lait équitable, ce 1 franc, il ne va jamais changer. Chaque producteur va toucher 1 franc sur chaque brique de lait commercialisée. Donc ça permet quand même d'assurer une partie de notre revenu, parce que même si ce n'est pas l'entier de notre production qui est valorisé en équitable, le fait d'avoir un segment valorisé sous cette marque-là, ça amène des liquidités, puis ça amène quand même une certaine sécurité. Oui, et surtout sur le lait, il y a beaucoup de fluctuations du marché. Tout à fait. Une dernière question, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la consommation des produits équitables dans un futur pas trop éloigné ? C'est ça, alors ça va dépendre un peu de à quel point la grande distribution va être capable de jouer le jeu avec ce genre de produits, mais je suis quand même persuadée que si on peut prouver aux consommateurs que c'est des familles qui sont derrière ces produits, qu'il y a un visage, qu'il y a des humains derrière, que ce qu'ils vont payer en plus, ça va aller chez une famille de producteurs, je suis sûre qu'on peut les convaincre de jouer le jeu avec nous et de devenir des partenaires sociaux, parce que c'est peut-être ça qu'on a besoin, recréer une sorte de contrat
contrat social avec les consommateurs pour que demain, il y ait encore des agriculteurs qui soient là pour nous nourrir. Merci beaucoup Anne d'être venue nous parler à nouveau de Fer Suisse. On vous souhaite évidemment plein succès dans ce projet qui a tous les feux au vert, donc il faut que ça continue exactement comme ça. Et merci à vous mesdames d'être venues aujourd'hui sur ce plateau, d'avoir partagé vos visions, vos idées. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro d'agriculture durable consacré 100% aux femmes. On vous donne très bientôt rendez-vous pour un nouveau numéro. On y parlera cette fois du défi des œufs mâles. À très bientôt. Au revoir. Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et Paysannes et Paysans Suisses. Pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable.